Est-ce que vous êtes sûr d'avoir envie de ressentir ce que vous ressentez ? USS Callister est l'un des épisodes les plus riches de Black Mirror et l'un des plus complexes. Il ouvre la réflexion sur au moins 4 axes majeurs. Le travail, le désir, le rapport entre réalité et simulation et la justice. Et c'est tout ça qu'on va voir. À vrai dire, l'épisode commençait bien. On se croyait dans Star Trek, un homme bien coiffé, blond, capitaine de vaisseau, qui travaille si bien avec son équipage qu'ils réussissent leur mission. Jusqu'à ce que... Tiens, il y a quelque chose qui cloche. C'est la première rupture des codes. On ne voit pas ça dans Star Trek. Ce qui est ici rompu, en tout début d'épisode, c'est le processus d'identification avec les personnages. Sommes-nous véritablement sûrs de vouloir nous identifier à ce capitaine ? Incertains, nous saurons alors répondre à toutes les meilleures offres. Et évidemment, la meilleure offre, ce sera le personnage de Nanette Cole. Mais le personnage de Nanette Cole fait son entrée dans l'histoire dans un autre monde que celui du jeu. On a fait sa connaissance, en effet, dans le monde du travail. Alors, USS Callister, c'est un épisode de Black Mirror qui nous propose de nous intéresser au travail et aux rapports sociaux du travail en suivant la vie d'un développeur de jeux vidéo, Robert Daly. Quoique ce dernier soit un cadre, Daly est présenté comme le stéréotype de l'homme normal. Daily, d'ailleurs, en anglais, est proche de daily, c'est-à-dire le quotidien, tous les jours. Donc Daly, c'est l'incarnation de l'homme banal. Et c'est lui qu'on va suivre, en analysant ces 2 manières d'être, son être au travail et son être dans le jeu. Commençons par nous concentrer sur sa position dans la société et dans son entreprise. Visiblement, Daly ne fait pas partie des pauvres. On voit son appartement, on voit sa taille, son mobilier et son design général qui ont tous des codes esthétiques pratiqués par les gens fortunés. Daly n'a donc pas de problème d'argent, semble-t-il. Ce qui ne l'empêche pas, néanmoins, d'être malheureux au travail. Mais pourquoi ? Daly a 2 problèmes. Son patron abuse de lui, comme il abuse de ses employés en général d'ailleurs, sous ses airs bienveillants. Et ce n'est pas qu'une impression de Daly. Shania, un autre personnage, confirme également son attitude, de sorte qu'on montre bien qu'il ne s'agit pas d'une paranoïa de la part d'un employé. Non, on parle de faits réels. Et deuxièmement, Daly a un problème général de reconnaissance. Il se trouve que c'est lui qui a codé la majeure partie du jeu qui fait faire des bénéfices à la société. Et pourtant, il n'est pas reconnu pour son talent, ni par ses collègues, ni par son patron. D'une certaine manière, alors qu'il a un rôle essentiel dans la boîte, il est anonyme et insignifiant. Ce manque de reconnaissance est fondamental et il est, semble-t-il, ce qui déclenche tout. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il attend de la reconnaissance et qu'il n'en reçoit pas. Au contraire, son patron le maltraite au lieu de l'estimer. Son patron est une véritable ordure avec lui. Il le touche, il lui lance des objets. On a affaire, concrètement, à un cas de harcèlement au travail. Et cet écart colossal entre ce qu'il mérite et le traitement qu'il reçoit crée de la frustration. C'est l'œuvre de sa vie, ce jeu, après tout. Et toute la difficulté ici, c'est qu'il connaît sa valeur, mais qu'il est le seul à le faire. Et cela crée de la souffrance. Il existe un outil théorique pour interpréter les raisons pour lesquelles cette situation est pénible et cause de la souffrance au personnage. Ce sont les théories de l'estime sociale. Chacune à leur manière, nous ouvrons ici un champ extrêmement vaste. Ces théories proposent de répondre à la question « Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ?» Et la réponse qu'ils proposent est simple. Nous faisons les choses que nous faisons pour les reconnaissances que ces choses pourraient nous apporter, pour que les autres nous estiment le plus possible. Jusqu'à la mort, parfois. Ce qu'on peut résumer par cette pensée de Pascal, la pensée 521 en édition Cellier, que je cite ici, du désir d'être estimé de ceux avec qui on est. L'orgueil nous tient d'une possession si naturelle au milieu de nos misères, erreurs, etc., que nous perdrons encore la vie avec joie, pourvu qu'on en parle. Ce qui compte pour nous, c'est que nous existions aux yeux des autres, et que nous existions à leurs yeux comme quelqu'un de bien, quelqu'un qui a de la valeur, bref, quelqu'un qu'on estime. Or, Daly a tous les atouts pour être ainsi estimé, et ce n'est pas le cas. Voyez pour preuve sa surprise et sa joie lorsque la nouvelle employée, Nanette Cole, vient le voir pour louer ses talents. Daly n'en revient pas, comme si c'était la première fois que ça avait lieu.
Malheureusement, cela sera rapidement court-circuité par le personnage de Shania, qui prévient Cole que Daily est un peu lourdeau et maladroit, dans son rapport aux femmes en particulier. Et c'est ça qui déclenchera la création d'une simulation de Cole à partir de son ADN, prélevé par Daily sur le gobelet d'un café qu'elle avait pris dans la journée. Partons du principe, évidemment, que ce comportement de la part de Daily est extrêmement glauque. Mais cela nous amène néanmoins nécessairement au deuxième axe, à savoir le désir. Daily a un problème de gestion de son désir. Et tout au long de l'épisode, son désir sera aussi un outil scénaristique qui permettra à Charlie Brooker de modifier notre rapport au personnage. Nous l'avons dit, l'identification au personnage de Daily est rapidement court-circuitée. On croyait s'identifier à lui, mais on finira par s'identifier à Cole, à savoir quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui ne connaît pas non plus encore sa place dans la boîte, qui découvre l'univers de la même manière que nous découvrons l'univers de l'épisode. Et très vite, on va basculer de son côté. Parce qu'on voit que le pauvre Daily est tout remué par l'aveu d'admiration de Cole à son endroit, au point d'un peu trop la regarder. Et parce que Shania Lori a prévenu Cole que Daily était un peu lourd. Alors, lorsqu'il enfile ses gants avec empressement pour aller récupérer le verre de Cole, on n'a plus aucun doute, nous sommes Cole. Et Brooker le sait très bien. Regardez par exemple attentivement ce plan. C'est le plan qui signe la fin de la modélisation numérique de Cole dans la simulation du jeu. Et la caméra, notre œil, tremble avec le personnage. Nous sommes Cole. Et notre empathie à l'égard de Daily est définitivement court-circuitée. Et c'est à ce moment-là qu'on va passer d'un épisode sur les rapports de domination au travail à un épisode de rébellion contre un tyran. Ou pas d'ailleurs. On y reviendra. La chute de Daily dans notre estime, elle est orchestrée par Brooker via plein de petits éléments diffus. D'abord, la dégradation esthétique quand on passe du personnage numérique au personnage réel, Robert Daly, en chair et en os. Ensuite, sa difficulté à interagir avec autrui, la manière dont il se laisse dominer par son patron. Enfin, deux autres éléments contribuent à achever cette échéance. D'abord, il y a l'infantilisation du personnage. Elle se traduit notamment par les boissons qu'il prend au travail. Un café latte à la vanille avec du lait, c'est-à-dire une boisson sucrée sans caractère. Je veux dire, ce n'est pas un café noir, c'est facile, c'est fainéant. Et ensuite, les jus de fruits et autres qu'il boira chez lui et qu'il stockera dans le même réfrigérateur où sont stockés les échantillons d'ADN de ses collègues. Dans le même espace, le réfrigérateur, coexistent les deux aspects principaux de son désir. Un désir de vengeance et de pouvoir dictatorial et un désir de facilité, de boissons sucrées et de douceur. Daily devient un enfant, au désir aussi peu complexe et aussi violent que ceux des enfants. Il mange des pizzas devant son ordinateur, de sorte que notre appréciation de lui oscille en définitive entre les figures du gamin capricieux et du geek paresseux. Ce premier effet est renforcé par la manière tout à fait ridicule dont il embrasse les personnages féminins à chacune de ses victoires. C'est à la fois totalement dramatique et totalement grotesque. C'est un baiser qui n'en a que le nom, et puisque nous apprenons que toutes les simulations, y compris les simulations de personnages féminins, n'ont pas de sexe, nous comprenons que tout ce qu'on aurait pu redouter de sa part, les choses vraiment sales n'auront pas lieu. C'est donc également sur ce plan un total enfant, de sorte que, en tant qu'adulte, il est en réalité un personnage à concevoir comme étant d'une certaine manière castré, frustré et castré à la fois. Mais il y avait un deuxième élément. Et deuxièmement, il nous faut également s'attarder sur le contenu du désir du personnage. Daily est un développeur, et un développeur du jeu auquel il joue. Il est assez puissant intellectuellement pour avoir modé son jeu de telle sorte qu'il corresponde à sa série préférée. Et qu'en fait-il ? Pas grand-chose. Les simulations qui jouent son équipage n'ont pas besoin d'apprendre à manipuler le vaisseau. Il n'y a aucune complexité dans la construction, on demande seulement à chacun de jouer son rôle, de faire semblant. Ça, c'est ce qui concerne la construction du jeu. Mais au-delà de ça, le scénario lui-même de sa propre aventure, dans laquelle il était libre de construire ce qu'il voulait, est une sorte de mauvaise pièce, mal jouée et complètement bas de gamme. C'est à ça que sert la scène du duel contre Valdak.
le méchant complètement cliché que Daily poursuit sans relâche, en le vainquant à chaque fois et en le laissant vivant à chaque fois pour que sa quête ait encore un sens, qui joue mal avec des rires démoniaques à la noix et qui se laisse berner par la diversion que Daily propose. Regarde, une femme nue. On se croirait presque dans un cartoon, ou en tout cas dans un nanar absolu. L'individu Robert Daly n'est vraiment pas finot, et il est piégé dans un univers simpliste. On a donc une manière de montrer le désir du personnage qui conditionne totalement le rapport qu'on va entretenir avec lui. Car nous aussi nous cherchons de l'estime, y compris en tant que spectateurs, alors nous fuyons les personnages ridicules. Les théories de l'estime sociale que nous avons mobilisées sont aussi valables effectivement pour nous-mêmes. Et Daily fait partie de ces personnages que nous fuyons, de sorte que, pour les enjeux de l'estime de soi dans la fiction, on va se désintéresser de Daily et du harcèlement au travail qu'il subit. Ainsi, le travail et le désir sont à traiter conjointement. La vie au travail de Daily conditionne son désir, elle infiltre sa vie privée, et les deux coïncident dans un univers simulé, totalement contrôlé, où vont cohabiter ce qu'il aime le plus au monde, et qui est constitutif de sa personnalité, et ceux qu'il déteste le plus au monde. Tout cela ouvre une réflexion sur la porosité, bien sûr, entre la vie publique, professionnelle et la vie privée. Et ce que montre ici Brooker, en réalité, il semblerait bien que ce soit les stratégies par lesquelles chacun fait face à des situations compliquées au travail, des situations de harcèlement, de domination ou d'absence de sens, par exemple. La survie de Daily, elle est rendue possible par ce jeu, dans lequel il se venge. Mais il n'est pas le seul personnage pour lequel on est témoin de ces mécanismes de survie. Il n'est pas le seul personnage que l'on voit en situation de travail. On a un deuxième exemple. Ce deuxième exemple, c'est l'équipage. Et l'équipage est alcoolique. L'alcool est ici présenté comme le refuge des employés du vaisseau face à leur patron tyrannique, dans une situation sans échappatoire, la situation qui est la leur. Il me semble que cette scène est précisément là pour proposer un miroir, pour préciser que le propos de l'épisode concerne bien le travail et les rapports sociaux du travail. Car sur le plan technologique concret, il est tout à fait absurde de penser que les personnages continuent d'exister lorsque le jeu s'arrête. La continuité chronologique entre le temps du jeu et le temps de Daily n'a strictement aucun sens. Elle sert donc, semble-t-il bien sûr, à la résolution de l'intrigue, mais elle sert aussi à ce genre de scène, au demeurant inutile pour l'intrigue elle-même, sinon pour continuer à construire notre haine à l'égard de Daily. Car le problème, évidemment, c'est que Daily est un véritable petit nasillon puéril dans le jeu vidéo, et un être globalement soumis dans la vie réelle. Et il est effrayant à l'interstice entre les deux, quand il va chercher les échantillons d'ADN. Car alors on finit par se dire ou se demander s'il pourrait bien finir par se comporter dans le réel comme il se comporterait dans le jeu. Alors que les autres personnages, hormis Walton, le patron, ont une certaine constance lorsqu'on passe du personnage réel à la simulation. Walton. C'est le seul personnage qui change radicalement, y compris à l'égard de ses anciens employés. Pourquoi change-t-il ? C'est la scène clé de l'épisode. Daily l'a traumatisé, en amenant son fils dans la simulation pour le tuer devant ses yeux. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais m'attarder. Ce qu'il a fait est horrible, mais rappelez-vous que Daily meurt à la fin de l'épisode. Maintenant, j'aimerais que vous vous posiez la question suivante. À qui Daily a-t-il fait du mal ? La réponse est nette. À des simulations. À des simulations et à personne d'autre. A l'inverse, les simulations elles-mêmes ont fait du mal dans le monde réel. Elles ont fait du chantage auprès de la véritable Nanette Cole et elles ont commis un homicide. Le véritable fils de Walton va très bien, tous les personnages réels vont bien, y compris Cole. Alors comment se fait-il que nous y soyons aveugles ? Parce que nous nous sommes identifiés à la simulation de Cole. Pas même à Cole, dans la mesure où nous acceptions totalement qu'elle soit victime de chantage et de pression. Et tout cela pourquoi, en dernière analyse ? Pour que des simulations aient accès à Internet. Ce n'est même pas une libération, la simulation ne retourne pas dans la vie réelle, par exemple. Au contraire, elle accède à un nouveau réseau dans lequel il n'y a plus de tortionnaires présents dans le vaisseau, certes, quoique Cole semble dériver elle-même, mais dans lequel il faudra quand même se battre pour survivre. Elle accède à un monde ouvert,
Mais elle n'est pas libre pour autant. Malgré tout, de leur plein gré, les membres de l'équipage consentent d'emblée à évoluer dans le cadre fixé par les développeurs, simplement parce qu'à bord, Daily a disparu. L'équipage accepte avec le sourire un nouvel asservissement. Et nous aussi, spectateurs et spectatrices, semblons satisfaits. C'est comme le début d'une nouvelle aventure, non ? Il faut nous comprendre. Nous étions identifiés à elle, et nous apprécions son parcours ascensionnel, son arrivée au poste de capitaine du vaisseau. Alors la justice dans tout ça. La justice, c'est le thème le plus compliqué à aborder. Si compliqué d'ailleurs que je n'aurai pas le temps de tout traiter dans cette vidéo, ne serait-ce que parce qu'il est, me semble-t-il, en réalité l'une des grandes questions de toute la saison 4. Et ceci par ce biais. Quel est le statut juridique des programmes ? Qui plus est quand ils simulent des personnes auxquelles on assigne une certaine liberté. La difficulté, c'est que notre rapport de soutien à la simulation de Cole a besoin d'être ambigu pour qu'il puisse être consistant. En effet, nous la considérons comme un sujet de droit, ou au moins nous admettons qu'elle partage avec nous une certaine condition et situation morale. Simultanément, nous ne la considérons pas comme une véritable personne morale, faute de quoi nous ne souscririons pas à ses crimes, à moins bien sûr de dire que nous les jugions légitimes. Cette alternative me semble tout à fait ouverte. Dans un cas comme dans l'autre, nous restons attachés émotionnellement à des intelligences artificielles. C'est la thèse, et ce que montre toute la saison 4 de Black Mirror, c'est qu'en tout cas, il est possible d'y être attaché émotionnellement. C'est la thèse que défend cet épisode, mais c'est aussi une thèse que l'on peut retrouver dans Hank the DJ, tout comme dans Black Museum. Et nous pouvons nous y attacher à tel point que le sort d'un humain réel nous paraît dérisoire. Ce qui nous invite ici à poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait un sujet de droit ? C'est une question qui mérite une vidéo à soi seule. Néanmoins, la piste que je propose serait la suivante. Ici, le ressort privilégié par Broker semble est reconnu comme sujet de droit toute entité avec laquelle je reconnais partager une situation morale. Il y a énormément de choses à déplier pour comprendre cette phrase, mais je me contenterai ici de la lancer pour la laisser à votre cogitation. USS Callister est donc narrativement l'un des épisodes les plus pervers et manipulateurs à l'égard de nos émotions. Il est construit de telle sorte que nous oublions l'essentiel, à savoir que nous sommes simplement témoins de la manière dont un employé brillant mais maladroit gère sa souffrance au travail. L'analyse de ce premier épisode de la saison 4 de Black Mirror nous annonce donc une couleur bien sombre et semble nous appeler à une vigilance accrue. Alors, lorsque vous le regarderez, ou que vous regarderez à nouveau des épisodes de Black Mirror, n'oubliez surtout pas de vous poser cette question. Êtes-vous véritablement sûr de vouloir ressentir ce qu'on vous fait ressentir ?